So welcome to the Columbia Mise en Française. I'm Chantal Akerman, I'm the director of Mise en Française, and we are really delighted to be presenting this masterclass with Axelle Ropert in collaboration with Uneasiness, and I'd like to thank Adeline Monzier, and with Cinéphile at French Cultural Services, and I want to thank Sandrine Neveu for being such a wonderful collaborator. So, we are really happy to welcome Axelle Ropert here to Columbia. She is in town for the Rendezvous with French Film Festival at Lincoln Center, where she's presenting her newest film, La Petite Saudange, a really exquisite, beautiful film that is playing tomorrow, I think at noon, or 12:45 at Lincoln Center. So if you haven't seen it yet, I encourage you to go and see it tomorrow. Axelle Ropert is a film director and writer of scenarios both for her own films and for other film directors, including Serge Daney, Patrick Chia, and Blandine Lenoir. Her first feature-length film was the delightful film called La Famille Ropert, the Ropert family, which we, the Maison Française and Cinéphile are playing online through this weekend. So if you'd like to watch that, you can sign up through our website. Axelle began her career as a movie critic, actually, and as a writer. And she wrote for publications such as La Lettre du Cinéma and Les Inrecuptibles, and she's very attached to the tradition of writing on cinema, and I think we'll be talking about that a lot with us today. She's also very involved in the Société des réalisateurs de films and cinematographic matters, and she's a feminist theoretician and activist. She's currently at work on a film about Edith Wharton and a project to examine the French New Wave from a female point of view. Today, she's going to be offering us a really special masterclass, which she has entitled, Is It Really Possible to be a Film Director, a cinephile, a film critic, and a woman? From Serge Daney to Joanna Hogg, 1992 to 2022. And this is the first time she's doing a class in this way, so we're just going to do it very informally. She's going to share some excerpts of favorite films and perhaps some writing excerpts as well. We'll have about an hour, and then hopefully there'll be a little bit of time for questions at the end. And Axelle is going to be speaking in French with masterful translation by our very dear Nicolas Elliott, very well known to the Maison Française, but we'd love to have him back after helping us out with translations by Zoom for the last couple of years. So please join me in extending a very warm welcome to Axelle Ropert. Je remercie la Columbia, Chani, toute l'équipe de Chani, Unifrance, de m'avoir convié à faire cette masterclass. Traditionnellement, quand on est invité à faire une masterclass, on parle de ses propres films. Et moi, ça ne m'intéresse pas du tout de parler de mes propres films. Donc j'ai choisi un sujet beaucoup plus général que je vais vous expliquer. First of all, I want to thank Columbia and Shani and her entire team at Unifrance for extending this invitation to do a masterclass. Traditionally, when one is invited to do a masterclass, one talks about one's own films, but that's something that doesn't interest me in the least. So I'm going to talk about something a little more general. J'ai fait exprès de choisir un intitulé de masterclass un peu provoquant, dans l'idée de vous donner des pistes de réflexion plus que de faire un cours magistral. Et j'ai décidé de raconter un peu mon parcours de jeune femme qui a commencé comme cinéphile et qui maintenant fait des films, pas du tout dans un souci narcissique, mais peut-être dans l'idée que ça puisse servir, de modèle, de contre-modèle pour les gens qui veulent devenir réalisateurs et pour les jeunes femmes qui veulent devenir réalisatrices. I purposely chose a slightly provocative title for this masterclass. The idea for it was to give you some leads for your own reflection rather than to hold forth with a majestic class. And I'm going to follow my own trajectory as a young woman who eventually made films, and not at all in an aim to be narcissistic,
but rather to provide models or counter-models for people, men or women, who might want to become filmmakers themselves. Alors, pour raconter cette trajectoire sur 30 ans, voilà, de mes 20 ans à mes 50 ans aujourd'hui, j'ai choisi deux bornes temporelles, 1992 et 2022, qui ne sont pas du tout des bornes hasardeuses. Voilà, je vais vous l'expliquer un petit peu plus tard. Et peut-être juste pour montrer en image voilà, ces deux bornes, je vais vous montrer deux extraits que je vais passer côte à côte. Le premier extrait est un extrait d'un film très très important pour la cinéphilie, qui s'appelle Objective Burma de Raoul Walsh, que j'ai vu donc en 1992. Et le second extrait est l'extrait d'un film américain que vous connaissez peut-être, qui est Promising Young Woman. Voilà, je laisse Nicolas traduire. So to describe this trajectory that has been over 30 years, from the time I was 20 years old to 50, today, I've chosen two time markers, two time limits, 1992 and 2022. And these are not coincidental, as I'll explain later. To show these two time markers, I've chosen two excerpts that I'm going to show side by side. The first is from a film called Objective Burma, directed by Raoul Walsh, a very important film for cinephilia, which I saw when I was which I saw in 1992. And the second is from an American film which you may be aware of, Promising Young Woman. En question, c'était juste pour vous montrer deux bornes. La première borne, donc Objectif Burma de Raoul Walsh, qui est un film de guerre absolument extraordinaire, réalisé par un homme, où il n'y a que des personnages masculins, que des acteurs, et qui représente peut-être, qui est peut-être l'incarnation même, voilà, d'une certaine cinéphilie américaine, parce que je pense que quelqu'un comme Tarantino ou Scorsese doit beaucoup aimer. Ce sont des gens qui doivent beaucoup aimer ce film. Et aussi une certaine cinéphilie à la française. Voilà, Objectif Burma de Raoul Walsh, c'est vraiment le cœur de la cinéphilie française telle qu'elle a été forgée par les cahiers du cinéma. Et c'était un film qui était très important pour moi quand je l'ai vu à 20 ans. So I'm not going to comment on the two excerpts we've just seen. I just wanted you to see them as these two time markers. The first one, Objective Burma, which is by Raoul Walsh, an extraordinary war film made by a man featuring exclusively male characters, actors, and which is really an embodiment of a certain kind of American cinephilia, because I think that this is a film that has been extremely important for people like Martin Scorsese, Quentin Tarantino, but it's also a key film for French cinephilia, as it was forged by the magazine Cahiers du Cinéma, and it's a film that was important for me too when I saw it when I was 20 years old. Et le second film, voilà, c'est un film que vous connaissez peut-être, qui est sorti aux États-Unis, qui est sorti également en France, qui n'a pas été très aimé en France. Voilà, c'est un film qui a beaucoup clivé. Moi, je me suis beaucoup disputée avec des amis, notamment des amis garçons, à propos de ce film. Et c'est un film qui m'a assez bouleversée, en fait. Voilà. Pas pour des raisons esthétiques, vraiment pour des raisons, comment dire, de parcours de personnages féminins. Et ce que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est un peu comment on passe d'un film de guerre, voilà, d'un film de guerre masculin, absolument magnifique, et comment 30 ans plus tard, on se retrouve à aimer aussi un film fait par une femme et qui raconte la guerre, voilà, la guerre d'une femme, pas du tout dans la jungle, mais dans sa vie quotidienne. So the second film is perhaps one that you've seen. It was released in the United States, it was released in France as well. It was not particularly well liked in France. It was quite a divisive film there, and in fact it's a film that made me get into a lot of arguments with many friends, notably male friends, and it's a film that really shook me up, that moved me a great deal, not for aesthetic reasons, but for the trajectory of its character. And so I've chosen these two films to trace this 30-year evolution from a magnificent war film to a film made nowadays, directed by a woman, about a war not in the jungle, but in a woman's everyday life.
Ce que je veux essayer de vous raconter aujourd'hui, c'est une espèce de parcours fait de découvertes, mais aussi d'impasses et de progression. Voilà, dans l'auditoire, je vois qu'il y a des jeunes femmes, et je pense que pour les jeunes femmes de 25 ans d'aujourd'hui, être féministe, c'est absolument une évidence, et que, d'une certaine manière, vous êtes jeune et féministe. Moi, dans ma génération, c'est-à-dire la génération des femmes nées dans les années 70, les questions se sont posées très différemment. Nicolas, tu veux traduire? Ouais, je vais traduire. So I wanted to describe a trajectory today that is one made up of discoveries, but also of dead ends and progression, evolution. I see in the audience today that there are young women, and I think that today for a young woman of 25, it's obvious to be feminist. In a sense, you're young and you're feminist. For my generation, which is a generation of the 1970s, things were very different. Pour les filles de ma génération, en fait, on pensait que le féminisme était une cause gagnée. Voilà, en France, on a eu mai 68, on a eu des grandes luttes dans les années 70, on a eu nos mères qui se sont un petit peu battues pour ça. Et jusqu'au début des années 2000, en fait, on ne parlait pas du tout de féminisme entre nous, ou très peu, et on pensait que la question était classée. Voilà, comme quoi on se trompait complètement. Et c'est vraiment l'affaire Weinstein, le mouvement MeToo, Balance ton port en France, qui, pour les filles, les femmes de ma génération, ont activé quelque chose qu'elles pensaient régler qui ne l'était pas du tout. For the women of my generation, we thought that feminism was a battle that had been won, that it was over and done with. We had had the turmoil of May 68, we had had many big fights in the 1970s, our mothers had fought for us, so feminism was something that we really didn't talk about much until the 2000s. We thought it was a done deal, which goes to show how wrong one can be. And in fact, it wasn't until the Harvey Weinstein case and Balance ton port, which is the French version of the hashtag #MeToo movement, that these questions really came to the fore again. Donc revenons aux origines, à 1992, voilà qui est la borne de mes 20 ans. En 1992, dans l'histoire du cinéma, qui est aussi l'histoire de l'art, il y a peut-être 3 événements très importants qui racontent quelque chose de l'histoire du cinéma. D'une part, il y a la mort de Serge Daney. Voilà, Serge Daney, je sais pas si, enfin, je pense qu'il est très connu aux États-Unis. C'est vraiment le plus grand nom de la critique de cinéma après, voilà, 30 ans après les grands noms de la nouvelle vague. C'est un peu l'équivalent de Jacques Derrida, voilà, pour la philosophie, ou de Gilles Deleuze pour la philosophie. Moi, j'ai découvert Serge Daney quand j'avais 20 ans, j'en avais jamais entendu parler. Et à l'époque où je l'ai découvert, il était en train de mourir, donc je découvrais à la fois la grandeur d'une pensée et en même temps de quelqu'un qui était en train de mourir. Voilà, donc j'appartiens à cette génération qui à la fois a découvert Dieu sur terre, Serge Daney, et ce Dieu était en train de mourir, ce qui produit un effet très particulier. La seconde chose importante. So I'm going to go back to the roots, to the origins, to 1992. I was 20 in 1992, and in 1992, in the history of film, which is also a history of art, there were 3 important events. The first is the death of Serge Daney. I don't know how well known Serge Daney is in the United States. I think he must be well known, but in France, he's the biggest name in film criticism since the New Wave, so 30 years after the critics who established the New Wave. He's, in a sense, an equivalent in criticism of Jacques Derrida in philosophy or Gilles Deleuze. And I discovered Daney when I was 20 years old. I didn't know who he was, and when I discovered them, he was in the process of dying. So there was simultaneously the discovery of this greatness of thought, this incredible mind, and someone who was dying. So it was like discovering God on earth, but God is dying. And so that creates a very peculiar effect. 1992, donc l'année des 20 ans, c'est aussi une seconde borne importante dans l'histoire de la cinéphilie française, c'est la création de Trafic. Voilà, Trafic, c'est la plus grande revue de cinéma après les cahiers du cinéma qui avait été fondée 40 ans
par Serge Daney par ailleurs et par quelques amis, et revue dont moi j'étais contemporaine et que j'ai commencé à lire assidûment dès le premier numéro. Revue d'ailleurs, c'est pas un hasard, qui vient de fermer, voilà, qui est morte cette année en 2022. So 1992, the year of my 20th birthday, is also the year of a second important marker in the history of French cinephilia, and that is the creation of the film magazine or film journal Critic, which was the most important film magazine in France since Cahiers du Cinéma had been founded some 40 years earlier. Critic was founded by Serge Daney and some of his friends, and it's no coincidence, happens just now to have closed and died in 2022. Et 1992, c'est aussi, c'est pas tout un vrai hasard, la date où ont été réédités les cahiers du cinéma, période mythique, la période jaune des années 60. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas du tout la période jaune des cahiers du cinéma, la période jaune des années 60 des cahiers du cinéma, c'est vraiment la fondation de la critique de cinéma moderne telle qu'on la pratique aujourd'hui. Et c'est vraiment grâce aux cahiers du cinéma que, à la fois, l'idée moderne du cinéma a pu naître, celle qu'on aime aujourd'hui, mais c'est aussi grâce aux cahiers du cinéma que, par exemple, quelqu'un comme Hitchcock est aussi révéré aujourd'hui. Hitchcock, dans les années 60, en fait, était complètement méprisé. On pensait que c'était un faiseur de films vulgaires. Et c'est grâce à la critique de cinéma française, et notamment aux cahiers du cinéma, qui les premiers ont dit « Mais attention, Hitchcock est un génie », que tout d'un coup, le cinéma était considéré comme un art, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Voilà, ce qui me paraît fou. Et en 1992, les textes étaient complètement inaccessibles, il fallait aller dans les bibliothèques pour traquer les vieux exemplaires des cahiers. Il y a une réédition des cahiers des cinémas, des facsimilés. Et moi qui avais 20 ans, voilà, je me suis fait offrir ces facsimilés par mes parents à l'époque. Donc 1992, c'est une très grande année pour la critique de cinéma. So 1992, and this is also not a coincidence, was the year that the so-called yellow period of Cahiers du Cinéma was republished. The yellow period of Cahiers, for those who don't know, is the period of the 1960s when the magazine really founded modern film criticism as it is practiced today. So Cahiers du Cinéma really gave us the idea of cinema as a modern form, but it also is what led someone like Alfred Hitchcock to be revered. In the 1960s, Hitchcock was generally scorned. He was seen as someone who was merely a craftsman vulgarly making entertainment, and it's thanks to French criticism and notably Cahiers du Cinéma that he was recognized as a genius and that cinema was recognized as an art, which was not the case before and which seems really crazy to me today. So in 1992, the yellow period of Cahiers du Cinéma had long been inaccessible. You would have to go to a far-off library to try to find them. There were no facsimiles available. In 92, they were finally republished, and my parents gave them to me as a gift when I was 20 years old. So it was a big year for film criticism, 1992. Alors pour vous ayez une idée de qu'est-ce que c'est qu'avoir 20 ans, être une jeune fille et découvrir la critique de cinéma, qui était très masculine, je vais passer un petit extrait de Serge Daney. Vous n'avez pas vraiment besoin de comprendre, pour ceux qui ne parlent pas français, c'est juste, voilà, qu'est-ce que c'est que la critique de cinéma à la française. So to give you an idea of what it is like to be 20 years old and be a young woman discovering film criticism, I'm going to show you an excerpt of Serge Daney speaking. You don't really need to understand French to appreciate this. It's just to give you an idea of this milieu of film criticism, which was extremely masculine. Voilà, donc à 20 ans, découvrir la cinéphilie, c'était en gros écouter un homme qui porte une casquette et un pull moche, qui est suprêmement intelligent et qui est en train de mourir. Voilà, donc c'est un drôle d'apprentissage pour une jeune fille de 20 ans. It's so interesting, you could watch it for hours. So to discover cinephilia at the age of 20 was to
listen to a man talk, a man wearing a cap and an ugly sweater, a man who's dying and who is supremely intelligent. So that was the learning process for a young woman getting into cinephilia. Alors je pense que qu'est-ce que c'est qu'être une cinéphile pourrait être l'objet d'une masterclass d'une semaine. Voilà, et là j'ai très peu de temps pour vous en parler. Je pourrais juste vous dire que c'est une double histoire en fait. C'est à la fois une histoire extrêmement heureuse, parce que moi entre mes 20 et 30 ans, j'ai passé ma vie à la Cinémathèque française et dans les salles du quartier latin, et que je voyais 3 films par jour, essentiellement du cinéma classique américain d'ailleurs, c'est pour ça que je suis contente d'être aujourd'hui à la Columbia, et entourée de garçons, voilà. Alors, pas du tout dans un jeu de séduction, mais voilà, dans une bande de garçons. Et en même temps, il y avait un malaise. Voilà, je laisse Nicolas traduire la partie heureuse de l'affaire. I think one could hold a masterclass of what is it to be a woman cinephile for an entire week, and I have so little time to talk to you, but the answer is a double history, or a double story. The first half of it is a very happy story, which is that from the age of 20 to the age of 30, I spent all my time at the French Cinematheque and in the Latin Quarter, seeing 2 to 3 movies a day, primarily from the classical American film heritage, which is why I'm very happy to be at Columbia today, and surrounded by boys. Not at all in a game of seduction, but surrounded by boys. So there was also an uneasy side to this. Donc c'était une histoire à la fois très heureuse et très passionnante, et en même temps une histoire où il y avait des moments de malaise, voilà, qu'à l'époque je n'arrivais pas du tout à formuler, et que je peux formuler maintenant que, voilà, que je suis plus âgée. Alors, je précise que dans le milieu de la cinéphilie, ça n'a rien à voir avec le milieu de l'industrie, il n'y a pas du tout d'histoire à la Weinstein, etc. C'est pas du tout un milieu où il y a des histoires violentes d'agression sexuelle et de harcèlement. Je dirais que c'est un milieu où les choses sont à la fois plus... les difficultés entre hommes et femmes sont à la fois plus subtiles et plus sournoises, voilà, que dans le milieu strict du cinéma. So on the one hand, it's a happy and enthralling story, and at the same time, it's a story of uneasiness. An uneasiness that I couldn't formulate at the time, but that I can formulate today now that I'm older. I want to make clear that in cinephilia, there's nothing as over the top as the Weinstein case. There are not as many flat-out cases of sexual violence or harassment. It's a milieu in which the difficulties between men and women are more subtle and more insidious. Entre mes 20 et 30 ans, j'étais le seul être humain de sexe féminin à aller beaucoup à la cinémathèque et le seul être humain de sexe féminin à aller tout le temps au cinéma. Ça vous dit quand même quelque chose sur l'absence des filles dans la cinéphilie dans les années 90. Et je me souviens qu'il y avait des moments de malaise. Par exemple, on ne parlait jamais avec mes amis garçons de qu'est-ce qu'être une actrice maltraitée par un réalisateur. Voilà, c'est un sujet qui n'existait pas. On ne parlait jamais, par exemple, des scènes de viol dans un film. Qu'est-ce qu'elle raconte? On ne parlait jamais, de la manière dont certains films qu'on aimait pourtant pouvaient, avoir des moments libidineux pénibles. Voilà, c'est un sujet qui n'existait absolument pas. Moi, j'avais des moments de malaise, mais j'étais tellement isolée et tellement timide que c'était impossible pour moi de les formuler à l'époque. So between the age of 20 and 30, I was the only female human being regularly going to the Cinémathèque Française and going to the movies all of the time, which really tells you something about the absence of women in French cinephilia in the 1990s. And there was this uneasiness. There was an uneasiness around the fact that with my male friends,
Friends, we never talked about the subject of an actress being mistreated by a director. We never talked about rape scenes and what they tell us. We never talked about the fact that sometimes in movies that we like, there are these awkward, libidinous moments. I could feel an uneasiness around this, but I was so shy and so isolated as a woman that I couldn't formulate what it was. Pour en revenir à Serge Daney, qui est le parrain fondateur de cette décennie, je me souviens d'une phrase de lui qui m'avait énormément choquée, qui fait partie d'un article. Et j'étais jeune, ça m'avait énormément choquée, et j'étais la seule à trouver ça choquant. Et je me souviens que je n'étais pas arrivée à argumenter pourquoi cette phrase était choquante. Alors, je vous l'ai dit à l'oral, voilà, Nicolas va vous la traduire. C'était à propos d'un film, voilà, je ne sais plus quel film, et Serge, un film où une femme était filmée, voilà, de pied en tête, une actrice, et Serge Daney disait, du haut de son autorité, pour une femme, le corps d'un homme est le symbole de son désir, alors que pour un homme, le corps d'une femme est la cause de son désir. So to go back to Serge Daney, who is the founding godfather of this decade, there was a sentence that he wrote that really shocked me when I was young. It's a sentence that I was the only one to be shocked by. It was in an article about a film that I don't remember, and I couldn't say why at the time it shocked me. But it was about a film, it was about a woman who was filmed from head to toe. And what it says was, for a woman, the body of a man is the symbol of her desire, whereas for a man, the body of a woman is the cause of his desire. Je vous laisse méditer chez vous cette phrase qui est un petit peu, voilà, il faut vraiment se l'approprier. Ça dit quelque chose de très simple, ça dit que nous les femmes, on n'a pas de rapport charnel au corps des hommes, qu'on n'est que dans un rapport spirituel, et que quand on voit un homme tout nu, en gros, on ne voit pas du tout la beauté de ses fesses ou de son ventre, on ne voit que l'idée de l'amour. Je laisse Serge Daney à son ignorance du désir féminin. Alors que pour un homme est un être animal et plein de pulsions charnelles, et un homme, quand il voit une femme toute nue, il regarde sa poitrine, il regarde ses fesses, il regarde son sexe, et il évalue tout ça. Voilà. Et cette phrase que je trouve terrible en fait pour le désir féminin, qu'est-ce que c'est qu'une femme et éprouver du désir pour un homme, elle était vraiment érigée comme modèle et absolument incontestable. Ça m'a beaucoup frappée à l'époque. So I'll let you meditate that sentence on your way home. There's a lot to be evaluated there. But what is being said, which is very simple, is that we women have no carnal relation to men and their bodies. Our relationship is purely spiritual. So when we look at a man's body, we don't see the beauty of the buttocks, the beauty of the shoulders. We just see this idea of love. So I'll let Serge Daney continue in his ignorance of women's desire. And the sentence also says that for men who are more like animals, they look at a woman, they see her body, they see the different parts of her body, her genitals, they evaluate all of that. So I found this sentence truly horrible, but it was a model at the time, and it was incontestable. Donc voilà, il y avait une certaine solitude à être une jeune femme dans les années 90, à avoir entre 20 et 30 ans. D'autant plus que pour ma génération, on n'avait pas de modèle féminin qui pouvait nous servir de guide, comme pour les jeunes femmes d'aujourd'hui. Alors maintenant, en 2022, il y a plein de super réalisatrices qui peuvent servir de modèle aux jeunes filles de 20 ans. Pour moi, qui suis la génération, j'avais 20 ans en 92, on avait des aînés qui nous paraissaient très loin. On avait Agnès Varda, mais qui ne nous intéressait pas tellement à l'époque. On avait Marguerite Duras, par exemple, qui a fait des films sublimes, mais qui était plutôt considérée comme un écrivain, et puis qui était vraiment une vieille dame, voilà, qui ne pouvait pas être un modèle pour nous. On n'avait pas du tout de modèle vivant, comme peuvent en avoir les jeunes filles de 20-25 ans aujourd'hui. Donc c'était très difficile de trouver sa façon d'être réalisatrice quand on avait 20 ans en 1992, sauf une exception que je vais vous montrer.
So there was a real loneliness about being a young woman in the 90s in this film milieu between the age of 20 and 30, especially for my generation, because there were no female models to serve as guides for us. I think today, if you're a young woman in 2022 interested in film, you have lots of great models of women who've made incredible films. In our case, we had distant elders. Like, there was Agnès Varda, who we weren't very interested in at the time. There was Marguerite Duras, who made some sublime movies, but who was more of a writer, and an old writer at that, so we couldn't really consider her as a model. So we had no living model so it was hard to find a way to be a director, with one exception, which I'm now going to share with you. Il y a un film voilà, qui a été un choc pour moi et qui l'a été pour beaucoup de gens. Et ce film, c'est Chantal Akerman de Chantal Akerman. Voilà, Chantal Akerman n'est pas de ma génération. Je pense qu'on avait au moins 15 ans de différence. Moi, c'est un film que j'ai vu jeune femme. Et se dire que Jeanne Dielman a été un film fait par une jeune femme de 25 ans. Elle avait 25 ans, elle a fait Jeanne Dielman. Voilà, c'était une espèce de choc. Un choc absolument extraordinaire, mais d'une certaine manière c'était tellement exceptionnel que ça ne pouvait pas être un modèle. Voilà, c'est ce paradoxe des grands modèles qui sont tellement forts qu'en fait ils vous inhibent plus qu'ils ne vous aident. Et je vais pouvoir voir un petit extrait pour ceux qui ne connaissent pas Jeanne Dielman. There was one film that was a huge shock for me when I saw it, for me and for, I think, many others, and that's Jeanne Dielman, directed by Chantal Akerman. Akerman was not of my generation. I think she was at least 15 years older than I was, and when I saw Jeanne Dielman as a young woman, I was blown away by the fact that Akerman had made this film at the age of 25. To make this film as a 25-year-old young woman, it was just an extraordinary shock to me. And in a way, it was so exceptional that it couldn't serve as a model. It's this paradox of a movie that's so great that ultimately it inhibits you more than it helps you. And now we're going to look at a little excerpt. Pour ceux qui n'ont pas vu le film, c'est pas du tout un cours de cuisine qui dure 2 heures. C'est comment une femme au foyer se prostitue et devient folle. Voilà, en fait, c'est un film très violent en dépit des apparences. So for those who haven't seen the film, it is not at all a 2-hour cooking lesson. It's a film about how a housewife, or rather a house mom, because she's not married, prostitutes herself and becomes crazy. Donc voilà, à 27-28 ans, voilà, c'était ça ma situation. C'était voilà, très cinéphile, ayant une grande culture de cinéma, vivant dans un monde de garçons, et n'ayant pas de modèle de réalisatrice sous la main. Et ayant affronté une idée redoutable qui est qu'est-ce que la mise en scène. Voilà, alors la mise en scène, je ne sais pas comment on traduit ça en anglais. Mise en scène. Quand on lit la critique de cinéma, la mise en scène est cette espèce de mot mystérieux qui est présent dans tous les articles, qu'on essaye de comprendre, on sent que c'est génial, mais dans le fond on ne comprend pas du tout ce que ça veut dire, en tout cas quand on avait 25 ans. Et moi quand j'ai commencé à avoir un peu envie de faire des films, je me disais mais qu'est-ce que c'est que la mise en scène et comment je vais faire pour faire de la mise en scène alors que dans le fond je ne comprends pas très bien ce que c'est, que je suis une jeune femme et que je suis timide. Dans cette situation, je pense que c'est une question qui vaut pour tout le monde. Quand on est dans une situation hostile, quels sont les moyens qu'on trouve pour s'en sortir? So this was my situation when I was in my 20s. I was very cinephile. I had a huge film culture, and I was living in a boys' world with no models to rely on. So I was also facing this terrible question. What is mise en scène, i.e. film direction, but we'll refer to it as mise en scène. When you read film criticism, you read all this stuff about mise en scène, and it sounds incredible and very important, but in fact you don't understand
what it is. So when I was 25 years old, I didn't know what this thing of mise en scène was. And when I realized that I wanted to make films, I was asking myself, what is this thing? I don't understand. And as a young woman who is very shy, it was very difficult for me to try to figure that out. So what do you do when you're in a hostile situation? How do you find a way to work through it? Quand on est dans une situation hostile, qu'on ne sait pas quoi faire et que la voie officielle ne vous est d'aucune aide, en l'occurrence le monde masculin de la cinéphilie et le monde en général du cinéma, il faut essayer de trouver des moyens, périphériques, voilà, des moyens à côté auxquels vous n'auriez pas pensé forcément. Et moi, de manière totalement involontaire et pas préméditée, j'ai trouvé plusieurs moyens périphériques pour me donner le courage et pour me trouver et pour trouver l'estime pour arriver à faire des films. So when you're in a hostile situation and you don't know what to do, and the official path is of no help to you, and you're surrounded by male cinephilia, the official path being male cinephilia and the film world, you have to find peripheral approaches that you hadn't thought of otherwise. And I found several of these peripheral approaches to give myself courage and the self-esteem I needed to make films. Le premier moyen, c'est peut-être d'essayer de se trouver des modèles qui vous conviennent, en fait, qui vous ressemblent, et non pas d'essayer de ressembler aux grands modèles écrasants. Par exemple, si vous avez 25 ans au début des années 2000 et que vous voulez faire des films, ne pensez pas à Hitchcock ou à Fritz Lang, vous allez droit dans le mur. Essayez plutôt de trouver des modèles qui vous ressemblent dans leur manière de travailler. Moi, par exemple, j'ai toujours eu une espèce de rejet total pour tout ce qui est rapport de domination dans le monde du travail, hystérie, harcèlement, sadisme, choses qui sont très courantes dans le cinéma. Et quand on n'est pas dans ce schéma, quels sont les modèles de travail qu'on peut se trouver? So the first thing you can do is to find models that suit you, that resemble you, and avoid the kind of overwhelming, crushing models. So for instance, if you're 25 years old at the beginning of the 2000s, don't think of Alfred Hitchcock as your model. Look for people who are going to be like you in the way that they work. Me, instinctively from the start, I've always rejected relationships of domination, hysteria, abuse on the workplace, which is something that's very common in the film world. So what model could I find? Par exemple, je me suis choisi deux modèles de cinéastes qui sont des hommes, mais qui n'ont pas du tout une manière masculine, avec tous les clichés que ça comporte d'exercer leur art. Le premier modèle, c'est Eric Rohmer, voilà, qui est sans doute le plus grand cinéaste français et qui a toujours travaillé dans une espèce de, d'affection, d'égalitarisme, de douceur et de drôlerie avec toute son équipe. Voilà, Eric Rohmer ne crie jamais, n'insultait jamais, ne tapait jamais. Et voilà, il tournait dans une espèce d'atmosphère comme ça, amicale et profonde, absolument merveilleuse, selon des gens qui ont travaillé avec lui. Et ça n'a pas empêché de faire des chefs-d'œuvre. Comme quoi on peut faire des chefs-d'œuvre, sans être un salaud sur un plateau de tournage. So I chose myself two models, both of whom were men directors, but ones who exercised their art not in the masculine way with all the cliches that might entail. The first is Eric Rohmer, who's probably the greatest French director. Rohmer, who worked with affection, gentleness, humor, who didn't yell, who didn't hit people. He worked in an atmosphere of friendliness, according to all the people who have worked with him, and yet that didn't stop him from producing masterpieces, which goes to prove that you don't have to be a bastard to make a masterpiece. J'ai un autre grand modèle qui est un modèle de cinéma américain, qui est sans doute mon autre cinéma préféré à côté du cinéma français. J'ai pas pu choisir Hitchcock, qui s'est tellement mal comporté avec Tippi Hedren.
J'ai pas pu choisir Preminger, qui s'est tellement mal comporté avec Jean Seberg. Et j'ai choisi un cinéaste qui est absolument culte, voilà, pour les cinéastes. Je ne sais pas si vous le connaissez beaucoup aux États-Unis, qui est Jacques Tourneur. Jacques Tourneur, qui est un cinéaste français exilé aux États-Unis dans les années 40-50 et qui a fait des films absolument sublimes, Cat People par exemple, Stars of My Crown, et qui est très adoré par quelqu'un comme Scorsese. Et Jacques Tourneur a fait sans doute les films, en termes de mise en scène, les plus, comment dire, les plus hypnotiques et les plus doux de l'histoire du cinéma. Et en même temps, c'était un bon pépère sur les plateaux de tournage. Voilà. Et c'est quelqu'un qui ne criait jamais, qui avait pour principe de ne jamais crier sur un plateau. Il fallait même chuchoter quand il tournait ses scènes. On va voir tout de suite un petit extrait, mais je laisse d'abord Nicolas traduire. My other big model is an American filmmaker. American film being my other big favorite, along with French cinema. I was unable to choose Alfred Hitchcock, who behaved so poorly with Tippi Hedren. I was also unable to choose Otto Preminger, who behaved so poorly with Gene Seberg. The filmmaker I chose as my model is one who's an absolute cult director for many. I don't know how well he's known in the United States, but it's Jacques Tourneur. Jacques Tourneur, who was a Frenchman who went into exile in the United States in the 40s and 50s and made many beautiful movies, including Cat People, Stars in My Crown. He's a director that someone like Martin Scorsese is extremely fond of. And the mise en scène in Tourneur films is the ultimate in a hypnotic, gentle approach. And yet, on the set, he was like a charming, friendly old guy. He never yelled on the set. In fact, you had to whisper on his sets. And now I'm going to show an excerpt. Un extrait de Out of the Past, qui est un des plus grands films de Jacques Tourneur. Comment trouver sa voix quand la voix officielle est hostile? Donc, premièrement, trouver des maîtres qui vous ressemblent dans leur manière de travailler. Donc, pour moi, Jacques Tourneur et Éric Romer. Deuxièmement, trouver, la manière concrète d'entrer dans le travail. Puisque le mot mise en scène était un mot terrifiant, comment je pouvais entrer dans la pratique de la mise en scène sans être d'emblée paralysée. Dans mon cas, alors si vous êtes paralysé par l'idée, essayez de trouver le biais concret qui vous permettra d'apprivoiser cette idée. Dans mon cas, c'était les actrices. Je laisse Nicolas traduire. So sorry about that. That was a poor quality excerpt of Out of the Past, starring Robert Mitchum and Jane Greer. So how do you find your path when the official path is hostile? You find masters that resemble you in their way of working. So in my case, Jacques Tourneur and Éric Romer. And then the second thing is to find a practical entrance into the work, into the way of doing the work. Since the word mise en scène is so terrifying, you have to find a way that is concrete to deal with it, to tame it in a sense. So in my case, that was through actresses. Moi, je suis vraiment entrée dans le cinéma, pas du tout par l'amour des grands noms metteurs en scène. Quand j'avais 12 ans, je ne savais pas du tout qui était Hitchcock, Fritz Lang, ou Vincente Minnelli. Je suis entrée dans le cinéma par la beauté des actrices, et notamment la beauté des actrices américaines. Voilà, donc gloire aux États-Unis. Je collectionnais les photos de Katharine Hepburn, d'Ingrid Bergman, de Lorraine Bacall. Et c'est vraiment une espèce de passion sur la beauté des actrices, mais une passion profonde, pas uniquement une passion de midinette, qui a commencé à 10 ans et qui a été ma manière à moi d'entrer concrètement dans l'idée de la mise en scène. Donc je vais vous montrer un petit extrait d'un film qui était un modèle pour moi quand j'avais 12 ans, quand on disait, si on m'avait demandé c'est quoi la définition du cinéma pour toi, quand j'avais 12 ans, j'aurais montré un extrait d'un film d'Hitchcock avec Ingrid Bergman. On va voir ce petit extrait. C'est Notorious, évidemment. So I got into cinema, I entered cinema not through my love of
big directors when I was 12 years old. So it wasn't because I was into Alfred Hitchcock, Fritz Lang, Vincente Minnelli. I entered into cinema because of my love of beautiful actresses, the beauty of actresses. When I was 10 years old, I collected photos of Katharine Hepburn, Ingrid Bergman, Lauren Bacall. I had a passion for actresses, but let's be clear, it was a deep passion, not just some little girl's foible. So I'm now going to show you an excerpt from a film that if I had been asked when I was 12 years old, what is the definition of cinema? This is what I would have shown. It's a film by Alfred Hitchcock with Ingrid Bergman and Cary Grant. It's notorious, of course. Donc pour moi, les actrices, ça a vraiment été le chemin de traverse qui m'a permis de devenir réalisatrice, parce que tout d'un coup, c'était très concret. Voilà, si je me disais, tu vas commencer à être réalisatrice et tu vas mettre en scène, panique totale à bord. Alors que si je me disais, en fait, mettre en scène, c'est juste savoir regarder une actrice et lui faire faire des choses et te demander comment tu veux la filmer, tout d'un coup, ça devenait très concret. So actresses were really the kind of side path that allowed me to become a director, because suddenly it was very concrete. If I had said to myself, you're going to be a director, direct, do mise en scène, I would have totally panicked. But if I say mise en scène to direct is to look at an actress and ask yourself how you're going to film her, then it becomes very concrete. Et à 25 ans, j'ai écrit un texte qui n'était pas du tout un texte sur la mise en scène, parce que si à 25 ans on m'avait demandé d'écrire sur qu'est-ce que la mise en scène, j'aurais pris le premier avion pour la Chine direct, tellement j'en étais paniquée. J'ai écrit un texte qui a été très fondateur pour moi et qui, d'une certaine manière, m'a permis d'entrer en mise en scène. C'était un texte sur les actrices qui s'appelait Le jeu des 7 familles et qui classait les grandes actrices de l'histoire du cinéma en 7 familles. Et j'ai décrivé les actrices, la manière de les filmer, leurs qualités, leurs défauts et le rapport très particulier qu'entretient les actrices avec les metteurs en scène. Et en fait, ce texte est pour moi un texte, a été ma manière à moi d'entrer dans la mise en scène. When I was 25, I wrote a text that was not about mise en scène, because I think if I had been asked to write a text, what is mise en scène, I would have jumped on the first plane to China and never returned. But it was really a foundational text for me, and it was about actresses. It was called Le jeu des 7 familles, so the game of 7 families, and in it I categorized actresses in these different areas. I talked about the way they are filmed, I talked about their qualities, their flaws, their relationship to directors, and this text was my way of entering into mise en scène. Et c'est vraiment le biais des actrices et comment les diriger qui a été ma manière de commencer à faire des films. C'est-à-dire que quand je commençais à écrire un scénario, je pensais tout de suite à quelle actrice je vais proposer, et tout d'un coup tout devenait facile et tout devenait évident. Alors aujourd'hui j'ai 50 ans, donc je prépare mon 5e film, donc les choses sont très différentes. Je pense beaucoup plus directement à la mise en scène, mais vraiment se dire qu'on entre dans le cinéma par une dimension concrète et non pas une dimension abstraite terrassante a été, je pense, c'est quelque chose qui m'a permis de devenir réalisatrice. So actresses were really the thing that allowed me to make films. Thinking about how to direct actresses was my path to that. Now, back then, when I started to write screenplays, I would immediately ask myself, which actress should I offer this project to? And then everything would become easy. It would become obvious.
Today, now that I'm 50 and that I'm preparing to make my 5th feature, things are naturally very different. I think much more about mise en scène. But I think that when I was entering into cinema, beginning in cinema, having this very concrete thing rather than this overwhelming abstract question was really essential to allow me to do so. Et le troisième truc, voilà, que j'ai pu trouver, comment devenir réalisatrice quand on est terrorisé par l'idée de faire des films, c'est se dire, dans le fond, si dans le cinéma tel qu'il est autour de moi, je n'arrive pas à trouver de modèle qui puisse m'aider, peut-être que c'est ailleurs qu'il faut trouver des modèles, dans des pratiques artistiques qui ne sont pas du tout dans le cinéma. Pour moi, en l'occurrence, ça a été la littérature, voilà, parce que je lis depuis que je suis toute petite, et en particulier la littérature, enfin les romancières anglo-saxonnes, qui d'une certaine manière ont été fondatrices pour moi. C'est celles que j'ai commencé à lire à 7-8 ans, qui ont un rapport avec le cinéma américain classique que j'ai tellement aimé, et qui même aujourd'hui sont les artistes qui m'aident à penser les films. Voilà, je vais vous expliquer comment. Je laisse d'abord Nicolas traduire. The third thing that I found that helped me in terms of becoming a director when one is terrorized at this idea of making films was that if you don't find models in the film world, in cinema, then go elsewhere to find those models. And in my case, it was in literature. I've been reading since I was a little girl, and particularly Anglo-Saxon women novelists had a foundational importance for me. I've been reading them since I was 7 or 8 years old, and they have a strong relationship to the classic American cinema that I've loved so much. These are artists who really helped me think about films to this day, and I'm going to explain that to you now. Je vais juste vous faire une petite liste de toutes les romancières anglo-saxonnes, et je suis très contente d'être à la Columbia pour parler de ça, qui m'ont servi, moi personnellement, beaucoup plus que les romancières françaises. Voilà, pour des raisons que je n'expliquerai pas aujourd'hui, parce que ça serait très long, mais il y a beaucoup plus d'enfants de romancières anglo-saxonnes que de romancières françaises. Quand j'avais une dizaine d'années, voilà, mes romancières préférées, c'était les Sœurs Brontë, Daphné du Maurier, Elizabeth Goudge, George Eliot, Patricia Highsmith, Agatha Christie, Elisabeth Gaskell. So I'm going to list all the Anglo-Saxon novelists, women novelists, who have been useful to me, and I'm particularly happy to be at Columbia because of that. Much more useful to me than French women novelists, which I won't get into today because it would be too long to explain. But when I was 10 years old, the novelists who were hugely important to me were the Bronte sisters, Daphne du Maurier, Elizabeth Goudge, George Eliot, Patricia Highsmith, and Elizabeth Gaskell. Quand j'ai eu 20 ans, il y a une seconde salve de grands noms de romancières anglo-saxonnes qui m'a accompagnée. Je vous la lis très rapidement, la liste. Carson McCullers, Anita Bruckner, Edith Wharton, Elizabeth Bowen, Elizabeth Von Arnim, Virginia Woolf, Edith Sitwell, Jean Rice, Radcliffe Hall, Sylvia Plath, Rosamond Lehmann, Charlotte Perkins. When I was 20, there was a second salvo of major Anglo-Saxon women novelists that accompanied me, and I'll give you a quick list. Carson McCullers, Anita Bruckner, Edith Wharton, Elizabeth Bowen, Elizabeth Van Arnhem, Virginia Woolf, Edith Sitwell, Jean Rice, Radcliffe Hall, Sylvia Plath, Rosamond Lehmann, Charlotte Perkins Gilman. Et depuis 2-3 ans, voilà, en fait c'est incroyable, il y a toujours des romancières américaines ou anglaises à découvrir. Les grands chocs littéraires de ces dernières années sont des femmes et sont anglo-saxonnes. Muriel Spark, Lucia Berlin, Shirley Jackson. Vous avez vraiment un génie du storytelling aux États-Unis qui est l'équivalent pour moi de Stephen King et qui est Shirley Jackson. Grace Palais, Janet Gross, Otessa Moshfegh, Taffy Brodesser-Akner, etc. And for the last 2-3 years, it's really incredible, but all my literary discoveries have continued to be American and British women novelists.
So Muriel Spark, Lucia Berlin, Shirley Jackson, who in my eyes is an equal in the genius of storytelling in the US to Stephen King, Grace Paley, Janet Roth, Vitessa Mushfeg, Taffy Brodesser, Ackner. Alors, c'est bien de se choisir des modèles dans une autre pratique artistique, pas du tout dans l'idée qu'il peut y avoir une translation entre les deux pratiques. Moi, je crois que c'est pas parce qu'on lit des livres qu'on saura faire des films, et que le cinéma et la littérature sont deux arts qui mettent en branle quand même des mouvements de pensée et de création très différents. Nicolas, tu veux traduire? It's good to choose models for yourself in other artistic practices, but not with the idea that there's going to be a direct translation from one medium to the other. I think that cinema and literature demand very different types of movements of thinking for each other. Je dirais que les romancières anglo-saxonnes m'ont aidé à faire des films pour trois raisons. La première raison, c'est une raison d'émerveillement et d'éblouissement, c'est-à-dire que j'ai toujours une très grande émotion à toucher du doigt un certain génie féminin. Voilà, moi ça me donne les larmes aux yeux et ça me donne envie de faire des films, même quand le livre en question n'a aucun rapport avec le cinéma. Et c'est vrai que quand on considère cette liste qui est toute petite, pourtant on se dit qu'en fait la littérature faite par des femmes est absolument énorme, voilà, et impressionnante de génie. Ouais. I think that Anglo-Saxon women novelists have helped me make films for three reasons. The first is simply wonder. When I am in contact with female genius, it makes tears come to my eyes. It makes me want to make films, even if the book in question has nothing to do with cinema. And if you consider the list that I've shared with you, it's a tiny list, but one realizes that the genius of women in literature is vast and enormous. Le second aspect, la seconde chose qui peut m'aider dans la lecture des romancières anglo-saxonnes, notamment anglo-saxonnes, c'est aussi la très grande image d'indépendance, voilà, qu'elles peuvent donner. C'est-à-dire que si on se lance comme femme dans le cinéma, on est tout de suite prise dans un réseau, je ne sais pas, d'obligation, d'obéissance, de servitude, d'humiliation, qui est extrêmement décourageant. Et moi, quand je pense à ces romancières et la façon dont elles ont réussi à construire leur œuvre envers et contre tout, je pense par exemple à Lucia Berlin, qui a été femme de ménage, qui a écrit des nouvelles extraordinaires et qui a fini professeur en université. D'une certaine manière, ça me donne du courage et une manière de penser les dangers. Voilà, la très grande autonomie des romancières. The second thing that can help me about reading Anglo-Saxon women novelists is the image of independence that they provide me with. When you're a woman going into film, you are very quickly caught up in a network of obedience, servitude, humiliation, which can be extremely discouraging. And so when I think about what these novelists have done in building their bodies of work despite it all, for instance, you can take someone like Lucia Berlin, who was a cleaning lady and who wrote extraordinary short stories and wound up being a university professor. It's an incredible model of artistic autonomy. Et la troisième chose que m'ont appris ces romancières anglo-saxonnes, c'est une stratégie. Voilà, une stratégie que je n'ai pas du tout trouvée moi, chez les femmes réalisatrices. Et c'est une stratégie aussi que j'ai appris en fréquentant des cercles féministes. À savoir que pour lutter contre les structures de domination, la lutte frontale ne sert à rien. Quelquefois, il ne faut pas aller directement contre l'adversaire, mais il faut ruser. Et quel type de ruse on déploie pour arriver à ses fins quand l'ennemi est très puissant en face de soi.